Bonjour à tous, je suis Jean-Christophe Gattuin, cofondateur de VisiBrain et du coup bienvenue à cette table ronde sur la réputation des marques, donc un sujet qui nous est cher à VisiBrain. On va avoir à peu près 40 minutes ensemble, on prendra les questions à la fin et oui, du coup quand 40 minutes ça passe vite et la réputation des marques c'est un sujet vaste. Donc on a réfléchi à un an et on trouvait intéressant de se poser la question de l'endroit, des lieux où se joue la réputation des marques en 2024 et sur les prochaines années. Parce que c'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, finalement, on avait un paysage médiatique finalement assez stable, assez cadré. Il y avait les médias traditionnels, il y avait Google et le SEO, et puis il y avait Twitter pour la news, Instagram pour les jolies photos et YouTube pour les vidéos. Et en quelques années, finalement, ça s'est pas mal bouleversé. Nicolas, tout à l'heure, parlait qu'on vit dans un monde de fous. Je partage, hein, il y a eu l'OVNI TikTok, qui a peut-être surpris tout le monde par son ampleur et la vitesse à laquelle cette plateforme a pris part dans nos usages au quotidien. Et évidemment, il y a eu la bombe Elon Musk qui rachète Twitter, non seulement ça, mais qui le rebrand. Donc c'est X maintenant, et qui en change finalement l'orientation. Hein. X, ça se veut être la super app, donc pas que la news, mais également les vidéos, une plateforme de podcast. Je ne sais pas si vous avez vu la fonctionnalité des articles longs est sortie sur X, donc avec peut-être cette ambition de concurrencer directement les médias plus traditionnels. On a ChatGPT qui commence à nous mettre des doutes sur est-ce que demain finalement on sera tous sur Google encore, et finalement du coup un paysage beaucoup plus flou. Beaucoup plus incertain, où tout se mélange. Aujourd'hui, voilà, Twitter fait tout, TikTok fait tout, et Instagram se met au texte. Donc, comme l'a dit Rouliane, on a vraiment un beau panel d'experts pour répondre à la problématique où se joue la réputation des marques en 2024. Donc déjà, je vous remercie tous d'avoir accepté notre invitation. Et donc, effectivement, Antoine Catherine, qui a cofondé la cellule data de l'Élysée, data numérique de l'Élysée en 2017, et qui maintenant a monté son agence Licteur, spécialisée justement dans le traitement de la social data. On a Véronique Reilsout, présidente de Backbone Consulting et experte en communication de crise et réputation. Et puis on a Irshad Kari, qui par le passé était chargée de communication numérique pour Cédric O, et qui maintenant est consultante digitale pour Imachette, donc il s'occupe des marques. Et enfin, pour représenter VisiBrain, on a Clémence Hutinet, notre directrice marketing. Et du coup, sans plus attendre, moi je vais vous poser une première question. Aujourd'hui, est-ce que la réputation d'une marque, est-ce que tout se joue sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas si quelqu'un se sent plus que l'autre. Non. C'est fait, j'ai répondu. Voilà, merci. D'abord, par réputation, c'est intéressant de se reposer la question de c'est quoi la réputation. La réputation, c'est la somme de votre notoriété et de votre image. La notoriété, on sait à peu près comment ça se construit. Ça s'appelle répétition et couverture. Donc forcément sur les réseaux sociaux, mais pas que. Et l'image, c'est plus compliqué à construire. Alors on pourrait dire, est-ce que c'est vraiment important la réputation? Oui, ça l'est, parce que c'est ce qui constitue ce qu'on appelle le goodwill, la survaleur d'une entreprise. Donc c'est clé. Et non, ça ne se passe pas que sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un lieu d'expression fort, c'est un lieu pour mesurer ce que pense l'opinion, c'est un lieu pour corriger potentiellement des sujets d'image, et c'est un lieu où vous pouvez avoir une réalité d'une parole et d'une expression à peu près contrôlée. Irshad, toi qui fais beaucoup de RP encore, je ne sais pas, tu vas me dire, est-ce que tu partages l'opinion de Véronique? Je partage cette opinion et j'irai même encore plus loin, il n'y a plus de lieu, il n'y a plus de fragmentation. Tout est interconnecté. Aujourd'hui, on voit que les plus grands médias sont présents sur les réseaux sociaux. Ils sont suivis par des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes en ligne. Pareil pour les journalistes, ça va leur permettre de teaser les futures révélations, les enquêtes à venir, et également de faire vivre les papiers ou les reportages qui ont d'ores et déjà été diffusés en amont dans les médias dits traditionnels. Donc aujourd'hui, il y a quand même une auto-alimentation, il y a aujourd'hui un cycle de l'information qui va se diffuser entre les réseaux sociaux et les médias plus classiques. Donc il n'y a plus une vision binaire à avoir sur ce terrain-là. La réputation, elle se travaille longtemps en amont et elle se travaille sur ces deux plans-là. Du coup, Antoine, Clémence, sur un aspect peut-être plus data, est-ce que vous partagez
justement cette idée que finalement tout se mélange aujourd'hui? Oui, tout se mélange parce que tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux est ensuite commenté dans les médias. Et tout ce qui est commenté dans les médias va l'être sur les réseaux sociaux. Et nous, chez VisiBrain, on l'a vu par exemple lors de la dernière élection présidentielle, où vous aviez des candidats comme par exemple Éric Zemmour qui était très régulièrement en tendance Twitter, parce que derrière certainement des grosses équipes de communication qui le faisaient monter en tendance. Donc très régulièrement invité sur les plateaux télé, et plus il était sur les plateaux télé, plus on parlait de lui sur les réseaux sociaux. Donc il y a une vraie relation d'interdépendance entre ces deux canaux. Et merci. Et même pour ajouter ça, je pense que la réputation des marques, elle change. Elle change sur les réseaux sociaux, mais la manière dont on va interpréter aussi ces indicateurs-là vont changer. Je pense qu'avant, c'était vraiment la culture du combien, c'est-à-dire quel volume de publication, combien d'articles dans le JT, n'importe quoi. Mais là, aujourd'hui, on passe plus à un phénomène du qui. On va plus se concentrer sur, finalement, qui sont ces personnes qui s'expriment sur ce sujet, qui sont ces personnes intéressées par un sujet. Et je pense que ça, c'est de plus en plus intégré dans l'esprit des décideurs, des annonceurs. Et je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais c'est quelque chose que nous, on voit de plus en plus. J'ajouterais un point, oui, effectivement, le qui. Quand vous parliez de Zemmour et de les médias nourrissent les réseaux sociaux et réciproquement, il y a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que grâce à des outils formidables, on peut qualifier le qui. Donc ça devient intéressant de savoir, est-ce que c'est du bruit dans le cadre d'une campagne présidentielle, une campagne politique, comme vous le citiez, est-ce que c'est des gens qui font du bruit entre eux? C'est-à-dire, en gros, oui, ils tapent sur des tambours, ils font du bruit, mais ils ne sont pas en train de pénétrer d'autres sphères. Et donc, le qui, on peut l'étudier très clairement. On ne pouvait pas faire ça avant les réseaux sociaux. On se disait, bon, a priori, les gens qui lisent le Figaro, c'est plutôt des gens de droite. Et si j'ai un bon papier dans le Figaro, je vais plutôt toucher les gens de droite. Mais c'est assez empirique quand même, alors que là, c'est extrêmement précis. On peut mesurer l'engagement, qui est un autre point aussi. Pour ça, c'est votre réputation. Elle est claire et elle fonctionne bien. Et enfin, moi, je trouve que, ce que disait ce matin Nicolas, oui, nous vivons dans un monde fou, et on commençait ainsi, et il n'y a plus de dieux, je suis bien d'accord, il y a plein de dieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que, en fait, si une entreprise est cohérente, si elle est alignée, bon, ça s'appelle pas cool, mais s'il y a une forme de logique, et finalement que l'ensemble de ses actions, de ses paroles, de ses expressions sont cohérentes, eh bien ça fonctionne très bien, et la multiplicité des lieux d'expression devient la nôtre. Donc c'est paradoxal, le monde est fou, mais en même temps, si on est raisonnable soi-même, si on est aligné et cohérent, ben finalement ce monde fou va vous servir à démultiplier votre visibilité, votre image et votre public. Pour développer au mieux sa réputation sur les réseaux sociaux et également auprès des canaux d'information plus traditionnels, ce qui est important, c'est l'incarnation aujourd'hui. La puissance de l'incarnation, on en parlait justement. C'est très important d'avoir des dirigeants qui vont devenir de véritables ambassadeurs. Aujourd'hui, on n'attend pas simplement d'un dirigeant qui soit un bon gestionnaire, qui fasse d'excellents business deals, qui crée seulement des emplois dans les territoires. C'est très important, mais on attend aussi qu'il donne du sens à son engagement. Et on le voit avec une génération de dirigeants, par exemple Estelle Brachlianoff à la tête de Veolia, Christelle Heidemann chez Orange ou Catherine McGregor chez Engie, où il y a un message sur la transition écologique, sur l'empowerment, qui est aussi très important. Il y a un autre volet également sur la puissance de l'incarnation qui est celui des collaborations commerciales avec des influenceurs ou des créateurs de contenu, des leaders d'opinion qui, à un moment donné, lorsque vous serez dans une situation critique, pourront devenir vos meilleurs défenseurs, ceux qui vont pouvoir venir défendre la réputation de votre marque ou au contraire ne pas prendre la parole et ne pas alimenter une situation de crise. Merci beaucoup. Donc, si je récapitule où on en est, donc la réputation ne se joue pas que sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont une excellente vitrine, à la fois pour une marque et puis pour observer ce qui se passe, le quoi, le combien et le qui. Et finalement, vous êtes assez alignés, Irshad et Véronique, finalement, dans les conseils qu'on peut donner aux marques pour
pour avoir une bonne réputation, c'est un, être bien aligné, et deux, bien incarné. Je trouve que les deux idées se rejoignent. Moi, j'aimerais bien rebondir sur une question qui a été posée tout à l'heure, je crois la première question suite à l'intervention de Bouygues Télécom, sur du coup LinkedIn, et plus particulièrement, est-ce que LinkedIn est en train de remplacer Twitter ? LinkedIn est devenu aujourd'hui le Twitter des années 2010. LinkedIn, on voit des publications sur la manière dont on envisage le monde aujourd'hui, les grandes aspirations. Et puis, c'est aussi devenu LinkedIn un peu une safe place où on peut avoir des débats de manière apaisée. Alors, bien évidemment, on n'est pas à l'abri d'une crise ou d'une polémique, mais c'est quand même un terrain plus favorable à un débat apaisé que ne l'est aujourd'hui X. Mais il ne faut pas non plus complètement abandonner X, qui reste quand même un canal d'information qui permet aussi de mesurer les tendances. On a vu, je crois que c'était la semaine dernière ou un peu avant, il y a eu une panne mondiale sur Instagram et Facebook. Quel est le premier réflexe ? C'est d'aller sur X pour voir dans les tendances si ça ne concerne que nous ou si ça concerne tout le monde. Et pareil, lorsqu'il y a un métro en panne, lorsqu'il y a un train en retard, le premier réflexe, c'est toujours d'aller sur X pour voir si on est les seuls concernés ou si c'est un problème majeur qui concerne plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, tu as commencé en disant LinkedIn, c'est le Twitter des années 2010, et à ce moment-là, j'ai vu Véronique faire non. Donc, je te renvoie la balle. Voilà. Pour une fois, on ne va pas être d'accord. Sur tout le reste, on est aligné. Non, ce n'est pas la même chose. Alors d'abord, LinkedIn, c'est un espace très intéressant, safe, effectivement, mais c'est un espace B2B. Donc ça peut correspondre et c'est intéressant en termes de visibilité et de partage d'informations dans un cadre professionnel. Donc ça ne touche pas le grand public, même si les professionnels font partie du grand public. Ensuite, on va dire, ce qu'ils ont en commun, c'est le marketing de l'ego. Donc, dans tous les cas, on est dans une logique de mise en avant, soit de la personnalité, soit de l'entreprise. Mais ça n'est pas du tout la même chose que X, qui n'est pas non plus la totalité de l'opinion, en tout cas en France. Si on est aux États-Unis, c'est un autre sujet, mais en France, X, c'est relativement anecdotique. C'est là où sont les leaders d'opinion, c'est là où sont les journalistes, c'est là où sont les politiques. Ce sont aussi les gens qui aiment la politique et les militants, voire sympathisants, mais il n'y a pas du tout la totalité des Français. Je ne sais plus de mémoire quelle est la place, mais une dizaine de millions. Voilà, donc c'est rien. Et puis c'est un lieu de polarisation, donc intéressant aussi pour lancer des débats grand public, mais pour l'entreprise, plus compliqué. Lieu d'information certainement pour les Parisiens quand il y a un petit sujet de métro, mais pas tant que ça quand même. Et en fait, on disait qu'il y a une multiplicité de réseaux sociaux, et donc il y a une multiplicité d'espaces d'expression en fonction de votre stratégie, de ce que vous voulez faire, de est-ce que c'est l'entreprise ou le dirigeant qui s'exprime. On disait qu'il doit être incarné, mais il y a un sujet aussi voilà, cette incarnation, ça doit être un actif protecteur, mais ça ne doit pas non plus être un actif confusant. Donc peut-être qu'en fonction des lieux d'expression, ça ne sera pas la même personne, ce sera peut-être un dirigeant, dans l'autre cas l'entreprise. Voilà. Donc non, c'est pas la même chose. Et c'est ça qui est plutôt sympathique, c'est qu'il y a plein d'espaces différents qui répondent à des stratégies différentes. Et on oublie quand même que Facebook reste quand même le premier réseau social. Ok, il n'y a que des vieux, mais les vieux, ils existent. Les jeunes, ils sont pour des raisons d'événements, mais ils sont là aussi. Et puis c'est un lieu de partage et d'informations long, plus calme, même si c'est très polarisé. Donc voilà, il existe aussi. Donc en fait, vous avez énormément de lieux d'expression. Et puis après, je pense que Guillaume nous l'expliquera sur l'astroturfing. Ça peut exister sur tous ces réseaux. Et donc c'est intéressant aussi de se dire que faut se demander pourquoi je suis là, qui je reviens au qui je veux toucher, pourquoi je veux le toucher. Voilà. Mais non, c'est pas la même chose. D'accord, merci. Et Antoine, toi sur LinkedIn, et est-ce que LinkedIn remplace Twitter ? Alors, est-ce que LinkedIn remplace Twitter ? Moi, je pense pas non plus. Moi, ce que je trouve intéressant avec LinkedIn, c'est que ça rabat les cartes complètement. Une page entreprise va être fortement pénalisée parce que c'est le business model de LinkedIn, parce qu'ils n'ont pas forcément intérêt à mettre en valeur du contenu qui ne va pas être payé, on va dire. Du coup, ça rabat les cartes parce que l'employé ou la personne, le dirigeant, comme tu l'as dit, va devoir incarner, va devoir apporter quelque chose de nouveau. Donc ça permet d'aller trouver des nouveaux clients, ça permet de communiquer un message.
Ça permet aussi de voir l'émergence de, comme tu disais, ce discours un peu sociétal. Il y a certaines... Enfin, nous, on a travaillé sur des études, par exemple, sur des sujets de société exclusivement sur LinkedIn. Je trouve que c'est assez intéressant de regarder que ces conversations-là, finalement, de par le public qui est présent sur cette plateforme, vont différer de commentaires dans des groupes Facebook ou de discussions sur Twitter. Et ça, c'est assez intéressant, parce que je pense que c'est une tendance qui n'est pas nouvelle, hein, mais qui s'affirme de plus en plus. Merci. Et nous, à Visimind, comme vous le savez, on a senti la possibilité de veiller LinkedIn en fin d'année dernière. Et du coup, toi, Clémence, peut-être que toi, tu as des enseignements orientés plus veille, data, de ce qui se passe sur LinkedIn. Alors, déjà, LinkedIn, c'est vrai que ça reste pour le moment une safe place où il y a très peu de bad buzz, mais on a quand même constaté l'émergence de plusieurs signaux faibles qui, en fait, nous font penser que LinkedIn va pouvoir devenir une plateforme de plus en plus chrysogène. Déjà, vous avez des comptes, je ne sais pas si vous connaissez, comme Balance ta Startup, qui sont à l'origine des comptes Instagram, ou Balance ton Agency, par exemple, c'est un peu dans la lignée de Balance ton port, qui dénonce des comportements en entreprise. Et en fait, ce compte Balance ta Startup, il a été créé sur LinkedIn l'année passée et il a généré un bad buzz pour la startup Lydia. Donc, premier bad buzz sur LinkedIn, émergence de ce type de compte. De plus en plus aussi de personnes qui expriment des opinions quand même très politisées, parfois même radicales, sur LinkedIn, là où avant on en voyait très peu. Et puis on peut imaginer que plus l'audience sur le réseau va s'élargir, plus on aura affaire à ce type de prise de parole. Donc LinkedIn est quand même un réseau qu'il est important de surveiller. Et après, il ne remplace pas Twitter pour le moment, parce que Twitter, enfin X, reste le réseau du temps réel. C'est vrai que c'est un réflexe, s'il se passe quelque chose dans le monde, ou en France, vous allez sur Twitter pour voir à quel point c'est commenté. Donc Twitter, je trouve, garde quand même sa place, malgré toutes les plateformes qui ont été annoncées comme les successeurs de Twitter. Merci. Peut-être une dernière question sur LinkedIn. Vous, que ce soit du coup plus côté expertise en communication, Véronique Hirschad, et plus en analyse de data, Antoine, on vous demande, quand il y a une crise, je veux dire, en cas de crise, est-ce que LinkedIn est dans l'équation ou pas du tout? On vous demande d'analyser ce réseau? Oui, bien sûr. On nous le demande ou on ne le demande pas, on le fait. Après, c'est effectivement pas forcément les mêmes risques, mais on constate aussi que c'est de plus en plus... alors, pas que politisé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un moment où, à force de faire de l'eau tiède et d'expliquer que l'eau mouille et qu'on est contre le sida, les entreprises n'arrivaient pas à émerger. Et les chefs d'entreprise non plus. C'est-à-dire qu'enfoncer des portes ouvertes et dire des choses qui sont propres et lissées, c'est bien, mais ça ne crée pas d'engagement. Ils sont aperçus qu'en ayant des propos un peu plus polarisés, ou en tout cas un peu plus affirmés, ça crée plus d'engagement, mais forcément, quand on a des propos plus engagés, ça crée aussi un peu plus de polémique. Et donc, voilà, ça devient des lieux à surveiller. Mais ça ne s'enflamme pas de la même façon que sur X, que sur Thread ou sur TikTok. C'est pas tout à fait la même chose, mais oui, ça doit être surveillé. C'est d'autant plus important que c'est votre première sphère et c'est une sphère professionnelle, donc impossible de passer à côté. Alors, évidemment, LinkedIn fait partie, que ce soit en temps de crise ou en temps calme, des réseaux qu'il faut surveiller. Mais comme tous les réseaux, il faut toujours être à l'écoute des signaux faibles, il faut toujours faire de la veille et de l'analyse. Et surtout, quand on parle de réputation des marques, c'est quelque chose qui se travaille sur un temps long. Il ne faut pas réagir seulement lorsqu'il y a une crise. Il faut pouvoir la bâtir, la construire, la développer. Alors, bien évidemment, chaque réseau est différent. Sur Facebook, on ne va pas trouver la même chose que sur X ou sur LinkedIn. Mais l'évolution de chaque plateforme montre aujourd'hui que les crises vont avoir une forme différente. Il n'y a pas une formule toute trouvée qui fait qu'on va trouver systématiquement la même forme de crise. Donc c'est assez difficile aussi d'avoir une attitude assez uniformisée. Il faut toujours faire du sur-mesure, et c'est ce que l'on fait chez Image7, c'est du sur-mesure pour nos clients. Chaque client est différent, l'ADN d'une entreprise est complètement différente, et pareil pour les situations de crise. Mais c'est pour ça qu'il faut les préparer en amont systématiquement.
Moi, je vais juste ajouter une petite nuance. C'est oui, bien sûr, ça fait partie de l'équation. En revanche, je pense qu'il y a parfois une surréaction sur ce qui va se passer sur LinkedIn, de par le fait que la personne qui va être responsable de la communication, de la crise, du sujet en question, va, elle, personnellement être exposée sur LinkedIn. Donc elle va avoir des commentaires, elle va avoir ce biais. Je pense que tous collectivement ici, on a probablement un compte LinkedIn, on va probablement voir des publications sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourtant, c'est vrai que le grand public aujourd'hui va pas forcément se dire tiens, il y a eu ce sujet qui a émergé. Donc oui, mais ça va dépendre forcément de la typologie de client. Pour un client B2B, pour un client qui a des forts enjeux sur ce réseau, oui, et dans une moindre mesure pour certains. Merci à tous. J'ai l'impression finalement, je suis déçu, je pensais qu'on allait apprendre que LinkedIn remplaçait X, et en fait, non, LinkedIn ne touche presque pas le grand public. J'exagère, mais je trouve que c'est intéressant. Ce qui se ressort quand même de tous vos discours, c'est que LinkedIn, ça reste une sphère professionnelle où il peut avoir certains risques, mais ça reste finalement cantonné, voilà, à une partie du spectre. Et du coup, est-ce que X est mort, et qui, s'il est mort, qui va le remplacer? X n'est pas mort. X n'est pas mort du tout, X continue. Et LinkedIn, en fait, revêt des attraits de Twitter, pas de X aujourd'hui. Il y a quand même deux choses différentes avec la prise de pouvoir d'Elon Musk, qui a complètement changé la dynamique de cette plateforme. Aujourd'hui, c'est une plateforme où tout est payant, où si on veut exister, l'organique est très compliqué. Il faut toujours avoir un budget, et c'est le cas aussi sur tous les réseaux aujourd'hui. On ne peut pas se faire l'économie du payant. Donc c'est toujours important de se dire de quoi on va parler sur ce réseau, à qui, pourquoi et avec quel budget. C'est systématique, ce sont les questions à se poser avant même de se lancer sur un réseau. Donc X n'est pas mort. C'est vrai que lorsque on est une jeune entreprise et qu'on souhaite se lancer sur X, il faut quand même y réfléchir et se poser ces questions-là. Parce que c'est quand même difficile, c'est moins facile qu'il y a 5 ou 10 ans de développer une communauté. Mais à la fois, on peut avoir un intérêt, parce qu'on peut avoir un public cible qui s'y trouve, mais comme on peut avoir un intérêt à le faire sur Facebook, sur LinkedIn ou sur TikTok. Rien à rajouter. Et du coup, Suez, Mastodon, Blue Sky, est-ce que justement, tu viens de dire qu'aujourd'hui, c'était dur pour une jeune entreprise de se lancer sur X, j'ai du mal, hein, Twitter, X, mais par contre, peut-être est-ce qu'il y a des passes à prendre sur Threads, par exemple? Non, mais en fait, je suis d'accord, Twitter n'est pas mort. L'une des raisons pour lesquelles il n'est pas mort, après on peut avoir un débat sur est-ce que Twitter était mieux que X, c'est plus compliqué que simplement il y a un gentil, un méchant. Voilà. Mais l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas mort, et où on pourrait se demander si la version méta aurait pu être potentiellement un vrai danger cette fois-ci, c'est que quand vous avez des comptes avec 10 000, 50 000 ou même 3 000 followers, repartir de zéro, la flemme, quoi. Donc en fait, les 3/4 des gens se disaient bon, je vais rester là, ça va sans doute s'arranger. On n'a pas envie d'abandonner un lieu. Et je ne parle pas forcément que des entreprises, hein, de monsieur et madame tout le monde, enfin voilà, des influenceurs. Détruire votre communauté et recommencer à zéro, c'est compliqué. Avec Meta, on pouvait imaginer qu'en prenant les followers d'Instagram, donc vous repartez pas de zéro, ça allait aider, mais les fonctionnalités sont, à force d'avoir voulu être dans la vertu, c'est un peu compliqué quand même. C'est pas si pratique que ça pour le moment, ça va s'améliorer sans doute. Donc, non, X ne disparaît pas parce qu'en fait, il y a quand même des habitudes et des usages qui continuent à fonctionner. Donc oui, c'est payant. Oui, plus ils vont faire payer, plus ça va devenir compliqué et ça risque de les tuer aussi. Parce que quand on est une entreprise ou un dirigeant, on a un budget, mais quand on est monsieur ou madame tout le monde qui a envie de s'exprimer, on n'a pas de budget. Donc voilà, comment on fait? Donc ils ne sont pas morts, mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas morts, c'est qu'il n'y a pas d'alternative vraiment sérieuse à aujourd'hui. Et quand vous avez des alternatives, Mastodon ou d'autres, voilà, ils ont rajouté des complexités et ils vous font perdre votre communauté, donc ça fait beaucoup pour y aller, quoi. Merci. Antoine, Clémence, vous voulez rajouter un mot? Tu veux y aller? Non, mais, ok. Blue Sky, Mastodon, bon, je pense que
la promesse, il n'y est pas encore. Enfin, il n'y a pas d'adoption massive. Il y a encore, même sur les fonctionnalités, des choses qui manquent ou qui sont galères. Voilà. Sur Twitter, il reste des communautés. Je pense qu'il y a des secteurs dans lesquels, encore pour longtemps, ça va rester essentiel. Les affaires publiques, le Web 3, des sujets comme ça. Ça, c'est nativement, on va dire, présent sur cette plateforme. En revanche, je ne suis pas sûr que le fait de devoir reconstruire une communauté va vraiment... Enfin, ça va être un frein, c'est sûr, évidemment, pour d'autres plateformes, mais on connaît tous des pages Facebook qui avaient plusieurs millions de likes, qui aujourd'hui sont quasiment mortes de par les changements algorithmiques ou de par ces transferts-là. Donc, étant donné la tendance sur les nouvelles plateformes de plutôt promouvoir le contenu que le nombre d'abonnés, promouvoir l'engagement pour booster certaines publications, je pense que la guerre n'est pas finie, entre guillemets. On va voir dans les peut-être 2-3 prochaines années ce qui va en être. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas dire... Non, mais je suis d'accord, c'est juste que quand tu demandes à des influenceurs pourquoi ils ne changent pas, en règle générale, ils finissent par te dire, ouais, mais bon, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr vers ce frein-là. Mais dans 2-3 ans, ouais. Ouais, voilà. C'est plus pour répondre à la question, là, aujourd'hui, c'est ça, mais d'ici 2-3 ans, oui, parce qu'en plus, les dérives de X, elles vont aller grandissantes, en particulier sur le paid, et donc voilà. Après, tant qu'il y a les grands leaders d'opinion présents sur X, c'est-à-dire les politiques, les journalistes, les médias, les personnalités publiques, X restera également un réseau social qui a à prendre en compte et qui est important. Si demain, par exemple, le président de la République décide de fermer son compte et d'aller sur un concurrent direct de X, alors là, peut-être qu'il y aura un effet d'appel. Mais ce n'est pas parce que Emmanuel Macron dira je ferme mon compte sur X que là, il va y avoir des milliers, voire des millions de personnes qui vont le faire simultanément. Mais ça a un impact véritablement parce que la présence également des journalistes, la présence des médias, elle va de pair avec la présence des personnalités qui s'y trouvent aussi et d'un public qui a envie de s'alimenter d'informations ou de se divertir. Et au-delà du qui, donc c'est-à-dire au-delà du fait qu'il y a encore tous les grands leaders d'opinion sur X, nous chez VisiBrain, on constate quand même que le volume de data est similaire entre avant et après le rachat par Musk, c'est-à-dire qu'il y a autant de messages publiés sur la plateforme qu'avant. La seule petite chose peut-être, c'est que les annonceurs, enfin les marques, se font un peu plus discrètes sur X, c'est vrai. On l'a constaté sur le Salon international de l'agriculture, où voilà, c'est un événement qui est traditionnellement très commenté et très commenté par les marques aussi. Cette année, elles ont plutôt choisi LinkedIn pour relayer l'événement que X. Merci. Peut-être pour changer un peu et aborder finalement peut-être une dernière séquence. Donc on a parlé de pas mal de plateformes. J'ai l'impression que du coup, aujourd'hui, il y a une inertie qui fait que X est encore incontournable et n'a pas de successeur ou de remplaçant clairement identifié, mais tout est possible sur les prochaines années. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant parce que ça fait depuis presque 1 an et demi, 2 ans que le rachat a été fait et finalement, les usages restent en place. Mais voilà, plusieurs raisons d'embuscade et je trouve qu'il est parlant ton exemple des pages Facebook à des millions d'abonnés qui maintenant sont désertés. La jeune génération, on associe beaucoup TikTok à la jeune génération. Comment voyez-vous les choses, notamment par rapport à la construction ou la protection de la réputation d'une marque? Est-ce que pour toucher la jeune génération, il faut forcément aller sur TikTok? Je ne sais pas qui... la question est vaste, qui se sent? C'est pas obligatoire, mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de TikTok. Aujourd'hui, on voit des grandes entreprises qui ont réussi à développer et à toucher un public, à développer leur réputation sur TikTok et à toucher un public. On parlait de Bouygues Télécom, il y a également Orange, il y a Burger King, Netflix, Carrefour. Donc il y a des entreprises qui ont quand même réussi à s'adapter au code du réseau social, mais justement, il faut s'adapter. Il faut les intégrer, il ne faut pas avoir l'air ringard, parce que ça va très vite niveau tendance sur TikTok. Donc, et c'est un poste à temps plein.
TikTok. C'est très chronophage. Donc il faut vraiment accepter de jouer le jeu. Mais on voit aussi que sur TikTok, il n'y a pas seulement que des très jeunes, il y a aussi les 25-34 ans. Il y a plus de 30% de 25-34 ans sur TikTok. Il y a aussi eu tout un phénomène autour de la nostalgie avec des extraits de films. Par exemple, je pense à celui de Lolita malgré moi, Mean Girls, qui ont été très relayés sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, et qui a fait que des producteurs se sont dit tiens, il y a une opportunité, il y a une nostalgie, donc on va produire un second film. Donc il y a quand même un public qui va être intéressant pour les marques, qui va avoir également un pouvoir d'achat et qui va correspondre au public cible. Mais pour toucher les jeunes aussi, il faut toucher les personnes qui aujourd'hui sont devenues de véritables plateformes d'information pour elles, c'est-à-dire également les influenceurs, les créateurs de contenu. Ça peut être des Hugo Décrypte, ça peut être des Léna Situation. Il y a beaucoup de formes, ou le crayon. Il y a vraiment de nombreux influenceurs, et surtout dans des domaines très divers. Donc il faut réussir à aussi lier et trouver des partenaires de manière intelligente, faire des partenariats avec des influenceurs, mais de manière très intelligente. Il faut être sûr qu'ils correspondent à l'ADN de l'entreprise, qu'on partage la même vision. C'est pas parce que moi, demain, je vais dire je veux travailler avec Léna Situation et que j'ai un budget que ça va donner quelque chose de formidable. Ça peut être parfaitement ridicule si on n'est pas du tout en symbiose, si le message ne correspond pas du tout à son public cible également. Sur TikTok, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les marques, mais après, elles n'ont peut-être pas toute envie de s'y lancer. La seule chose, ce sera quand même de rester alerte et peut-être quand même en veille sur le réseau, parce que même si elles ne communiquent pas dessus, elles sont mentionnées dessus. En fait, vous avez beaucoup de vidéos TikTok, par exemple, sur toute la tendance de la désinfluence, le hashtag déinfluencing. Dans ces vidéos, il y avait beaucoup de marques qui étaient mentionnées, et les internautes appelaient directement leur communauté d'abonnés à ne pas aller consommer chez ces marques-là. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir veiller ce qui se dit sur TikTok et quelles sont les tendances du réseau pour bien comprendre en fait ce qui se joue et pouvoir rebondir en tant que marque, même sans forcément décider d'y aller pour communiquer. Moi, c'est plus à chaque fois la question de pourquoi. Parce que oui, TikTok, c'est assez incontournable. C'est pas que pour les jeunes, effectivement. C'est même aujourd'hui une plateforme de vidéo à part entière qui pose un problème à X et à Facebook, enfin à Meta. Le sujet, c'est pourquoi est-ce que je dois y aller, c'est à qui je veux parler, est-ce que c'est vraiment important de parler aux jeunes, qu'est-ce que j'ai envie de dire, pourquoi je vais, enfin bref, se poser les bonnes questions. Effectivement, c'est chronophage, c'est l'un des sujets sur TikTok. Mais ce sont des lieux, les sujets par exemple d'appel au boycott, ça reste des sujets, on n'a pas le temps là, mais l'appel au boycott c'est plus complexe que ça n'en a l'air et ça n'a pas forcément des effets directs attendus. Mais par contre, puisque c'est le thème de cet atelier, c'est la réputation. Et donc c'est un sujet qui est compliqué. Qui est compliqué parce que vous êtes toujours coincé entre mes objectifs marketing et vente et la réalité de mon image. Je vais vous prendre un exemple en ce moment que je trouve absolument atterrant. Par moments, j'ai l'impression d'être la seule sur le coup, mais bon. Le Sephora Kids. Sephora n'y est pour rien, c'est pas eux qui l'ont lancé. Donc le Sephora Kids, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une influenceuse de 10 ans qui a une routine beauté du matin qu'elle partage avec plein d'enfants. Elle met des crèmes anti-rides, elle se fait des masques. Voilà. En pesée, on s'en fout. C'est la fille Kardashian et puis voilà, ces gens sont dégénérés. Non, on s'en fout pas. 171 millions de petites filles qui ont regardé, on s'en fout pas. Des petites filles qui font la même chose. Des gamines qui se filment en allant dans les magasins pour dire « Ah, je m'achète telle crème et tout ». Non, on s'en fout pas. En tout cas, moi, je m'en fous pas parce que c'est ça l'image des femmes. C'est pas la peine de nous expliquer que ça y est, on est toutes pareilles et on est tous égaux et de remettre l'image de la femme pour ces petites filles de 10 ans comme ce sont des objets. Et en plus, accessoirement, c'est des sexualisants. Enfin bref, je ne vais pas m'auto-énerver toute seule ce matin. En plus, je suis malade ce matin. Donc c'est pas... Bref. Mais pour vous dire que ce sujet-là, il est grave parce que je lisais des remarques d'agences de marketing qui disaient « Ah oui, mais c'est intéressant, c'est une tendance. » What ? C'est une tendance intéressante de regarder ce truc. C'est une tendance de voir que des petites filles vont se ruiner la peau, avoir une image d'elles-mêmes
déplacé. Enfin, non, la routine beauté du matin d'une petite fille de 10 ans, ça devrait être de savoir si tu as des moustaches de chocolat parce que tu as bu un chocolat chaud ce matin. C'est pas de savoir si tu t'es mis une crème, quoi. Et donc, la réputation des marques, elle va être aussi liée à ces utilisations. Donc, aujourd'hui, j'ai pas vu de réaction de Sephora. Donc, comme ça m'énerve, je vais écrire un truc dans le Parisien ce week-end. Je pense que je vais me faire des amis. Mais je trouve que, en fait, ils doivent le vivre comme assez intéressant, comme j'entendais les agences de marketing. C'est intéressant, c'est une tendance. Non, en fait, votre réputation, elle peut être abîmée gravement. Et je pense qu'il ferait bien de réagir parce que leur réputation va finir par être abîmée gravement. Et que c'est pas si grave que ça d'expliquer j'ai une interdiction de vente, mais voilà ce que je vais faire. Il pourrait très bien décider qu'il fasse une campagne massive sur TikTok, justement, pour dire non, il ne faut pas. Une crème anti-rides, c'est pas à 10 ans. La routine beauté, c'est déjà avoir confiance en soi. Chez nous, on a des. Enfin bref, pas faire leur com, mais voilà. Donc TikTok, c'est intéressant. La question, elle est pourquoi j'y vais et est-ce que j'ai vraiment besoin de parler aux jeunes et qu'est-ce que je fais? Je suis d'accord avec toi et il faut être aligné. Si c'est pour faire je suis jeune, mais tu l'es pas, bah, aucun intérêt. Ou parle comme un vieux et c'est pas grave, tu peux parler comme un vieux sur TikTok si tu es vieux. Et puis après, c'est faire attention à ces espèces de tendances et d'opportunités. Et donc, je prends cet exemple qui m'énerve en ce moment. Mais Antoine ? Et ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit aussi, c'est je pense la porosité, notamment sur TikTok, mais pas que, mais en restant que sur TikTok, entre toutes ces conversations, on va dire, ou tous ces enjeux liés à la réputation, avec, je reprends l'exemple du boycott, je reprends l'exemple de Sephora Kids, avec des insights un peu conso. C'est-à-dire quel va être l'impact finalement pour la personne qui paye l'étude ou qui paye l'analyse sur sa marque en tant que vente ou tant qu'impact direct sur son business. Et ça, les marques l'ont bien compris, je pense, notamment sur TikTok. Il y a de plus en plus de marques qui vont mêler des insights de réputation / conso avec d'autres insights qui vont l'internaliser ou qui vont faire travailler des gens. Et je trouve que sur TikTok, ce qui est assez particulier, c'est que ça permet d'aller chercher sur des sujets très spécifiques, sur des lancements de produits, sur des trucs vraiment très précis, des insights d'une tranche qui est un peu difficile à adresser avec du sondage traditionnel ou des sujets comme ça. Donc c'est aussi intéressant, et grâce aux outils de très bons outils du marché comme VisiBrain qui permettent d'aller avoir des insights sur ça, je trouve que c'est assez intéressant de se poser la question, voilà, de ces données de réputation qui sont finalement pas si éloignées que ça des données de consommation finale. Merci beaucoup. Plein de choses intéressantes dites ces dernières minutes et on va malheureusement devoir conclure parce qu'on arrive à la fin des 40 minutes. Et j'aimerais bien garder quelques temps pour les questions du public. Peut-être quand même, avant de prendre les questions, peut-être un mot de la fin chacun, si vous êtes inspiré. Un conseil peut-être pour les marques ou une conclusion. Avoir une excellente agence, déjà. Non, il faut se poser les bonnes questions, on l'a dit, et toujours se demander pourquoi on le fait. Le sens que l'on donne aux actions, même si elles peuvent paraître très anodines, c'est très important. Aujourd'hui, on est en quête d'authenticité sur les réseaux sociaux également. On a envie de recréer des communautés, d'avoir un sentiment d'appartenance. Si on fait les choses de manière très cynique, ça finit par se voir, ou on finit par s'enfermer dans un piège. Donc il faut toujours se demander pourquoi on le fait, quel est notre intérêt et de quoi on va parler. Est-ce qu'on a quelque chose à raconter? Ce n'est pas grave si à un moment donné, il y a une semaine dans le mois où on n'a pas de publication parce qu'on n'a pas d'actualité. Alors oui, il n'y a pas d'actualité, on ne peut pas rebondir sur une actualité, il faut l'accepter parfois tout simplement. Et la réputation d'une marque, elle se gère aujourd'hui comme cela aussi, en ayant une démarche d'honnêteté, de sincérité. Tout doit se planifier, doit s'organiser, mais aussi il faut être en accord avec son ADN, avec ses valeurs et accepter les moments de pause, les moments de calme, justement pour préparer la suite. Merci. Oui, d'accord, sur la bonne agence. Mais pas que. En fait, on a besoin des datas. Ce qui est extrêmement intéressant, parce que je suis là depuis longtemps, ça se voit pas. Mais ça fait longtemps que je travaille sur ce métier et on n'avait pas les datas avant. Donc on avait des outils de mesure assez basiques sur les retombées, mais on n'avait pas tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors grâce à vous, grâce à des gens comme toi. Et donc le vrai sujet, c'est qu'on peut tout mesurer maintenant. Donc la question, elle est qu'est-ce que je dois mesurer
pourquoi je le mesure et en quoi c'est intéressant. Et donc en fait de se dire, on peut même agréger aujourd'hui des données pour créer des indicateurs intéressants et pour mesurer l'efficacité d'une campagne. Donc non seulement se demander pourquoi, mais utiliser la force des datas pour factualiser, parce que la com, on oublie toujours qu'il y a un petit moment, alors surtout en com de crise, où il y a un décalage. Les gens soit ils minimisent, soit au contraire ils grossissent. Non, en fait quelquefois les choses sont plus simples que ça. Et les datas, quand on les suit, ça permet d'être efficace, d'avoir des campagnes qui sont justes et de se poser des questions. Voilà, peut-être que quand on a rien à dire, se taire c'est pas mal. Et peut-être que c'est pas si grave quand on regarde avec des indicateurs qui peuvent être, je sais pas moi, le taux d'engagement, qui peut être le taux d'association à telle thématique. Enfin, bref, il y a un milliard de façons de mesurer. C'est ça qui est chouette aujourd'hui. Tout est possible. Merci. Antoine. Non, moi, c'est pas un conseil, c'est juste merci. C'est sympa de faire des rencontres comme ça avec tout autant de personnalités différentes de l'industrie. Finalement, il n'y en a pas tellement des moments comme ça. Donc merci beaucoup et c'était un plaisir. Pour conclure, moi je dirais que quand on est une marque aujourd'hui, il ne faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir des réseaux sociaux, parce que ce n'est pas parce que vous ne communiquez pas sur un réseau, comme je le disais, que vous n'y êtes pas cité en tant que marque. Donc c'est important quand même d'aller regarder ce qui s'y passe pour bien comprendre qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a regardé ce qui pouvait être dit sur notre marque sur les réseaux. Merci beaucoup.